Et nous sommes de retour au Transition Forum pour la séquence Se loger, introduite par Valérie. Merci Valérie, merci Olivier Sichel. Nous sommes désormais donc sur la table ronde Construire ou rénover, le dilemme des professionnels. Il se construit bon an mal an 370 000 logements neufs par an, alors que les professionnels ici présents et certains responsables politiques pendant la campagne présidentielle estiment le besoin à 500 000 logements neufs par an. Et parallèlement, on l'a un peu évoqué juste avant, les passoires thermiques, ces logements énergivores qui consomment beaucoup trop d'énergie et dont les factures affectent le pouvoir d'achat des occupants, vont progressivement être interdits à la location dès le 1er janvier 2023, suivi des horizons 2025, 2028 et 2034. D'où cette question, construire ou rénover, le dilemme des professionnels. Thierry Laroupon, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de BNP Paribas Real Estate. Alors, en tant que promoteur, vous avez choisi entre la construction et la rénovation ? Je crois que, César, on ne peut pas opposer l'un et l'autre, et je pense qu'effectivement, en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que l'urgence climatique, l'urgence écologique s'impose à nous, et on doit, dans tous les actes de construire, que ce soit une construction neuve ou une rénovation, l'intégrer. Vous l'avez dit, je dirais, le besoin de se loger est criant. Vous avez cité les chiffres, 360 000 pour 500 000 demandes. Ça touche en plus les plus précaires. Et donc, je dirais que ce soit de la rénovation ou de la reconstruction, il faut libérer l'acte de construction. Ça, c'est le plus important. Les solutions, d'ailleurs, ne sont pas des solutions d'opposition entre la reconstruction et la rénovation, mais bien plutôt très complémentaires. Deux exemples. Olivier Sichel a cité notre ancien siège. C'était une usine de fonderie. L'ancien promoteur voulait tout mettre par terre. Heureusement, la veuve de l'architecte s'est opposée. Et nous avons démontré que dans une ancienne usine, vous l'avez visitée, on peut faire cohabiter des espaces tertiaires, des espaces de salle de réunion, d'auditorium ouverts sur la population, une rue intérieure avec de la restauration, avoir une forme de chronotopie beaucoup plus intense des usages, et ça fonctionne, y compris dans une usine. Deuxième exemple, sur une des gares du Grand Paris, où il n'y a rien, eh ben on va créer cet Acachan, à peu près 30 000 m² de logements en bois, avec des immeubles réversibles, ce qu'on appelle des espaces capables. C'est-à-dire que nous ne savons pas maintenant si ce qu'on va livrer dans 5 ans correspondra aux attentes. Donc il faut dès maintenant, pour améliorer l'impact carbone, puisqu'en fait, vous l'avez rappelé, l'industrie immobilière a une lourde responsabilité. Elle est une des plus polluantes. Elle représente 30% des émissions de carbone en Europe, et c'est même 39% au niveau mondial. La réversibilité, comment vous la pensez concrètement ? Faut la penser dès le début de la conception, les équipes de promotion. Et nous, on a supprimé les couloirs de natation chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe bureau, une équipe logement, une équipe mixte, hôtel, retail, etc., etc. On a une équipe de développement. Donc, à partir d'un terrain, elle imagine les espaces capables de demain, et c'est-à-dire qu'il faut les imaginer en termes de profondeur, de trame et d'usage. Enfin, notre architecte ici présente et que j'aime beaucoup en parlerait beaucoup mieux que moi. Donc, il faut insérer cette vision du futur dès le début, parce que faute de quoi vous serez dans des trames contraintes, il faudra détruire. Alors que si vous imaginez cette réversibilité, que vous anticipez dès la programmation, dès la construction, elle pourra avoir une durée de vie beaucoup plus importante. Anouk Legendre, bonjour madame, vous êtes cofondatrice de XTU Architecture. Si on comprend bien Thierry Laroupon, l'immobilier c'est l'adaptation synchronisée, mais pour éviter la brasse coulée, il faut aussi repenser la ville sur elle-même et le faire avec. Et aujourd'hui devenu tendance, on parle de plus en plus du recyclage des friches. Comment vous, justement, vous abordez ce sujet ? Oui, en fait, on s'est rassemblé avec des partenaires avec qui on a fait une société qui s'appelle Amou Plus pour se pencher spécifiquement sur la question des friches. Et en regardant différentes friches, on a vu qu'il y a des situations récurrentes et que ce débat entre neuf et rénovation, il faut le transférer ailleurs, plutôt appeler ça de la transformation et penser à des méthodes et des astuces pour pouvoir fabriquer du logement pas cher tout en réutilisant des existants. Parce qu'évidemment, c'est plus cher de réutiliser les existants. Et c'est de quel ordre que c'est plus cher et comment convaincre surtout de fonder des démarches ? Alors justement, c'est ça l'astuce. C'est que, en fait, sur les friches, il y a toujours des parties neuves qui sont vides, où on peut construire, et il y a des parties avec des existants qui sont toujours compliquées, des grandes halles, très belles mais inutilisables, etc. Et donc, dans le projet Amou Plus, justement, on a mis au point une technique où on préfabrique un système constructif en filière sèche, biosourcé, en bois, etc., transformable dans le futur, comme vous avez dit. Et finalement, au lieu d'aller mettre ça uniquement sur le neuf et d'aller réhabiliter, rénover l'existant, en fait, on va aussi les installer dans l'existant. Et finalement, on utilise l'existant comme un foncier. Et alors, suivant les friches, on va utiliser les plateformes. Sur une autre, on va utiliser l'intérieur d'une halle Cerna, mais on va
construire des maisons dedans, finalement. On va même inventer des programmes, des maisons ateliers, par exemple, pour les artisans qui peuvent avoir leur maison côté façade et leur atelier côté intérieur de la halle. Et voilà, il faut se lâcher un peu. C'est un peu ce qu'on a appris. Se lâcher un peu, ça veut dire que les équipes municipales manquent de créativité ou les professionnels? La rentabilité aussi. Peut-être que, par exemple, si on est dans une grande halle, qu'on veut construire des maisons dedans, ça va pas être le même produit que ce qu'on a d'habitude. Et peut-être il va y avoir un peu de perte en charge parce que les trames ne seront pas les mêmes, etc. Mais comme au lieu de construire et tout bien rénover, on va laisser les choses brutes, eh ben, ça va coûter moins cher parce qu'on va réutiliser les existants tels qu'ils sont. Au lieu de générer des montagnes de déchets, on va finalement faire avec et on ne va pas démolir pour reconstruire. Et voilà, et ça c'est pertinent. Et c'est aussi ce qu'on a fait sur la friche que vous allez voir après, qui va vous être présentée par le groupe Essor, où on a appliqué la même démarche en tant qu'architecte, où on a construit sur une usine, sur le premier étage d'une usine, en démontant une partie des toits, et au lieu de démolir pour reconstruire ce qui était demandé à l'OAP, ben, en fait on a tout gardé pratiquement. Et voilà, il faut réinventer les choses, se lâcher sur l'aspect patrimonial, pas forcément se dire ah, il y a les bons patrimoines, on va tout faire bien, et puis alors ceux qui sont moins bien, on va tout raser. Non, ceux qui sont moins bien, c'est aussi des infrastructures, ça peut se réutiliser. Et puis aussi, je pense qu'il faut se lâcher un peu sur l'aspect réglementaire. Si on veut tout faire aux normes d'aujourd'hui... Parce que, justement, Thierry Laroupon disait il faut libérer l'acte de construire. Vous dites qu'il faut se lâcher. Oui. Par exemple, quand on réhabilite un immeuble de bureau qui fait 3,20 m sous plafond et 22 mètres de profondeur quand on va faire du logement, forcément, c'est pas aux normes. Et donc, forcément, il va y avoir des logements profonds. Dans l'opération qu'on a fait avec la compagnie de Fasbourg, on a livré des structures dégagées, des réseaux. Et les gens, ils vont construire leur appartement eux-mêmes. S'ils veulent avoir la chambre en façade, ils l'auront. S'ils veulent avoir une cabane dans un grand espace vide, ils l'auront. Et du coup, il y a 100 habitants qui vont inventer 100 manières de construire. Et comme ça, on va un peu sortir de ce carcan normatif qui fait que la réhabilitation, elle est compliquée, elle est chère. Et du coup, les gens ne peuvent pas se loger, alors qu'il y a plein d'autres solutions qui marcheraient, qui seraient plus sobres, qui économiseraient de la ressource et qui permettraient de se loger, quitte à faire des enceintes climatiques à l'intérieur des appartements pour que tout le monde puisse avoir au moins une pièce chaude chez soi. Je sais que ça fait très low-tech, mais dans le futur, il faudra être très sobre. Exactement. Anthony Boré, vous êtes premier adjoint à la ville de Nice chargé de la sécurité, du logement, de la rénovation urbaine et de la politique de la ville. Un moyen de réhabilitation sobre, qui ne prend pas trop de foncier, c'est faire de la surélévation. Selon mes informations, vous avez commandé une étude sur le sujet au niveau de la ville, de la métropole et même du bailleur social. Est-ce que vous confirmez que vous travaillez sur ce sujet et pourquoi et comment surtout? D'abord parce que la question que vous posez aujourd'hui, construire ou rénover, nous avons choisi d'y ajouter beaucoup d'autres items. On construit. C'est la base et au fond ça paraît tout à fait naturel. On dit oui, évidemment, il faut commencer par construire. Les maires le doivent, les maires le peuvent. En réalité c'est beaucoup plus complexe. On sait que sur un certain nombre de territoires, c'est le cas chez nous, le foncier est rare. Les recours sont nombreux parce que le degré d'acceptabilité du logement aussi dans notre pays régresse considérablement. Et il faut des élus courageux pour pouvoir continuer à produire et aussi à tenir un discours positif sur le logement. C'est compliqué l'acceptabilité encore plus dans la surélévation, puisqu'on va se dire je vais avoir de l'ombre, plus de lumière. Construire, réhabiliter évidemment, et nous avons beaucoup d'actions aussi dans ce domaine, et j'y ajoute surélever, j'y rajoute même, et je vais répondre à votre question sur la surélévation, mais j'y rajoute même lutter contre la sous-occupation, des logements sociaux notamment, et j'ai un plan aussi à cet égard, et j'y rajouterai encore lutter contre les locations saisonnières, ce qui veut dire que pour répondre à la question du logement, il faut évidemment prendre en compte chacun de ces éléments avec un référentiel adapté. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Le référentiel de la construction ne doit pas être celui de la réhabilitation, sinon on ne fait plus rien. Et dans le même temps, la surélévation dont vous parlez est effectivement une action forte que j'ai engagée. À ce stade, nous faisons des études avec un marché que nous avons lancé à la fois sur le parc social et sur le parc privé.
qui démontre à peu près, même si les choses vont être affinées dans les semaines qui viennent, que 10% des logements de la ville pourraient être surélevés. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire partout, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, je dis simplement qu'il faut regarder les choses, évaluer les potentialités, parfois adapter évidemment notre plan local d'urbanisme métropolitain lorsque nous déciderons dans telle ou telle artère de Nice, eh bien de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est construire la ville sur la ville et donc ne pas être dans la densification urbaine. Et dans le même temps, ce sont aussi des gains financiers et énergétiques pour les copropriétaires importants, parce qu'évidemment la charge foncière elle est répartie entre plus de copropriétaires et en général quand on surélève c'est aussi pour mettre aux normes au plan énergétique. C'est des systématisations d'opérations de rénovation qui s'accompagnent de surélévation. Absolument, c'est la raison pour laquelle moi je suis très favorable à ce sujet et c'est intéressant d'ailleurs parce que au plan politique lorsque je l'ai présenté à l'ensemble de notre conseil de métropole, j'ai parfois dans nos oppositions des hommes et des femmes qui sont opposés à tout sur la question du logement. Il suffit qu'il y ait dans la délibération le mot logement, ils votent contre quelle que soit l'idée que vous proposez. Eh bien cette idée a fait l'unanimité. Ce qui veut dire, alors évidemment on va rentrer dans le dur après sur les quartiers concernés et c'est sans doute là que peut-être des différences émergeront. Vous avez des conseils de quartier aussi? Mais à ce stade, cette idée en tout cas séduit très majoritairement sur l'échiquier politique parce que chacun a bien conscience que les maires sont contraints de construire des espaces verts et c'est nécessaire pour nos concitoyens, que les maires ont besoin aussi de répondre aux objectifs sur la désimperméabilisation des sols et que dans le même temps on ne peut pas à outrance évidemment s'étaler au plan urbain et c'est donc une piste de travail parmi les autres. Et oui, et pendant ce temps-là, au-delà du bâtiment, les usages évoluent dans les infrastructures. Je me tourne vers vous, Alain Grisot, vous êtes entrepreneur et membre du bureau de la Fédération nationale des travaux publics. Vous, ce serait plutôt construire et entretenir. Est-ce que justement, comment vous travaillez à tous ces enjeux entre densification, lutte contre l'étalement urbain? Alors nous, on n'oppose pas la rénovation et la construction. Au contraire, c'est la complémentarité si on veut aller demain vers des infrastructures qui seront décarbonées. Il ne faut pas oublier que sur le territoire français, 50% des émissions de CO2 sont liées à l'usage des infrastructures à travers la mobilité et l'énergie. L'acte de construire pour les TP, c'est 3,5%. Et là, nous travaillons sur des solutions spécifiques par rapport à nos moyens, que ce soit industriels ou matériels, pour arriver à décarboner ces 3,5%. Mais par contre, on est plutôt des acteurs qui vont accompagner les 50 autres %, puisque nous sommes acteurs dans la rénovation, nous sommes force de proposition demain sur les nouvelles constructions, avec des solutions pour faciliter les mobilités douces, faciliter aussi l'ensemble des équipements qui vont permettre d'assurer du transport décarboné. Mais avant toute chose, il faut penser que la France a un patrimoine d'infrastructures colossal. Ce patrimoine d'infrastructures, depuis quelques années, est en train de se dégrader. Et les investissements ne sont pas toujours à la hauteur, comme vous le demandez depuis des années. Simplement, pour vous, en 2012, nous étions sur les infrastructures routières premiers sur l'ensemble mondial en termes d'équipement. En 7 ans, nous avons dégringolé à la 18e place. Pour dire que l'investissement local n'est pas fait. Malheureusement, bien sûr, je me tourne vers les élus, on comprend vos contraintes, mais là, il y a une prise de conscience collective. Alors justement, vous parlez des contraintes des élus, on vient d'avoir la loi de finances, David Lisnard, le voisin, président de l'Association des maires de France, dit qu'il se fait spolier par l'État. Est-ce que vous redoutez que les investissements ne soient toujours pas au rendez-vous ? Alors c'est un long débat, je ne sais pas si on aura le temps de débattre de ça ici. Non, je pense que cette prise, il y a une volonté collective. Je crois qu'on ne mesure pas les enjeux. Aujourd'hui, nous avons fait une étude avec le cabinet Carbone 4. Si on veut vraiment décarboner les infrastructures et si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut à minima entre 16 et 30 milliards d'euros d'investissements complémentaires par an. Quand vous voyez aujourd'hui que Mme Borne inscrit dans le projet de loi finance 1,5 milliard d'euros, nous sommes un peu loin du compte. Donc vous comprenez très bien que les efforts qui sont demandés aux gestionnaires d'infrastructures, notamment les collectivités territoriales, ils peuvent avoir des inquiétudes marquées et fortes. Mais par contre, il ne faut pas oublier que malgré tout, qu'il ne faut pas stopper ces efforts qui sont quand même nécessaires si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Marcel Ragny, vous êtes président de l'entreprise Ragny, vice-président du syndicat national de l'éclairage et président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie des Alpes-Maritimes. Vous, justement, c'est l'éclairage public. On en a beaucoup parlé en ce moment. Les collectivités ont toutes annoncé des plans de sobriété. Alors, comment on concilie, c'est un autre dilemme, comment on concilie sobriété et éclairage public? Bonjour. Donc, moi, l'éclairage public, c'est un métier qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Et bien entendu, j'en ai vu son évolution. Et très longtemps, nous avons été plus dans l'esprit du commerce et moins dans l'esprit pédagogique. Aujourd'hui, je le disais hier à Christian Estrosi, je me réjouis de pouvoir de plus en plus réussir à parler de technique avec l'administration, le fabricant et l'installateur. Ce qui fait qu'on arrive à débattre et à trouver les meilleures solutions. J'entendais tout à l'heure sur le débat précédent que certaines communes éteignent l'éclairage. C'est une bonne solution provisoire, mais ce n'est pas une solution durable, parce que ça ne représente que 25 à 30% d'économie d'énergie quand on éteint de 23h à 5h du matin. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies LED, on sait par exemple qu'il y a en France 11,5 millions de points lumineux et qu'il y en a seulement 1,5 million qui ont été remplacés. Qu'est-ce qui se passe? Les collectivités sont en retard? Elles n'ont pas l'argent? C'était pas la priorité. Aujourd'hui, on en parle peut-être un peu plus. Il y a des problèmes de financement, bien entendu, mais parce que jusqu'à présent, les technologies ne permettaient pas un amortissement rapide. L'avantage des nouvelles technologies, la détection, la gestion par des systèmes pointus, et puis la LED et les drivers électroniques, permettent aujourd'hui d'avoir une réelle économie qui peut diviser la facture par 4. On arrive à économiser 80%, et en faisant une belle installation donc on peut parler de rénovation sur des poteaux existants qui sont encore solides. Vous savez, un poteau d'éclairage public peut tenir 40 ans, et aujourd'hui il y en a qui ont 10 ans avec des anciens luminaires au sodium. On peut simplement remplacer le luminaire, et sur toutes les nouvelles réalisations, donc sur la construction, faire obligatoirement un peu ce qu'on appelle dans le bâtiment la domotique, de la gestion d'éclairage pour avoir vraiment l'éclairage tel qu'on le souhaite. On le fait aujourd'hui, nous, à l'export, avec la société Ragny, puisqu'on vend du candélabre solaire, et pour faire durer les batteries le plus longtemps possible, parce qu'il y fait très chaud, on fait une gestion d'éclairage avec de la détection, ce qui permet de donner une durée de vie sur des batteries de 15 à 20 ans. Thierry Laroupon, vous fabriquez la ville d'aujourd'hui, pas la ville de demain, parce que la ville, elle se vit aujourd'hui. Justement, comment vous prenez tous ces enjeux de sobriété, d'acceptabilité qu'on a un peu évoqués précédemment? Je crois qu'il faut qu'on revisite, enfin c'est même pas une évolution, c'est une révolution, nos modes constructifs. Donc nous, dès le début, on a pris des engagements très très forts sur la partie, par exemple, property development, de n'avoir qu'une production qui soit à 100% labellisée. Donc on n'a plus rien qui ne soit pas labellisé. On a totalement revu le rapport qu'on a aux matériaux, en travaillant beaucoup d'ailleurs sur le bois. On était un des premiers sur le bois. On a pris des risques, puisqu'on a livré un des premiers immeubles en bois en France qui était à Saint-Denis. Pas le secteur le plus facile non plus, qui s'appelle Curve, qu'on a fait avec une autre architecte de talent. Et j'en veux pour preuve, on ne savait pas quelle allait être l'acceptation par le marché d'une offre en bois. Désormais, c'est la loi, c'est la réglementation des bâtiments neufs. Oui, mais à l'époque, quand on l'a lancé, on était les premiers à le faire. C'était un immeuble de 25 000 m², il était le premier à être loué, on l'a déjà vendu 2 fois, donc ça montre bien que ça marche. La deuxième opération qu'on a faite en bois, c'était à Vélizy. On a repris un immeuble de bureau qui était totalement obsolète, et on l'a transformé en un ensemble de logements en bois. Et là, on s'est dit, le curseur est encore plus compliqué, parce que quand un investisseur institutionnel investit, c'est une chose, quand des privés investissent leurs économies dans un appartement, dans une construction en bois, c'en est une autre. Ça a remarquablement bien fonctionné. Donc il y a ces engagements. Sur la partie gestion de fonds, je suis très rapide là-dessus, mais c'est quand même intéressant. On a pris aussi l'engagement que 90% des fonds ouverts à la souscription soient conformes à la réglementation européenne SFDR 8 et 9 d'ici 2025. Donc c'est un engagement très urgent. C'est-à-dire que ce sera que des offres labellisées avec des matériaux biosourcés, etc., etc. Donc c'est un engagement fort, et c'est bien aussi que les gros investisseurs institutionnels soient, je dirais, sans trembler sur ce genre de sujet. Voilà. Donc ces enjeux de transformation, c'est viable économiquement? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, moi, je pense qu'à un certain moment, je vais vous donner un chiffre. Si vous prenez les parcs européens, 14% des parcs européens seulement ont moins de 10 ans. Si vous prenez le parc francilien, et même si vous allez à l'intérieur de Paris, 85%
du parc parisien a plus de 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu massif de revisiter, de rénover, de repenser l'ensemble de ces parcs. S'ajoute à ça le mode de travail post-Covid qui fait qu'effectivement les utilisateurs ne reviendront pas travailler dans nos entreprises si c'est à peu près comme à la maison. Il faudra que ça soit mieux qu'à la maison. Et ces nouveaux langages tertiaires, ils vont aller sur des immeubles neufs. Donc vous allez avoir un fond de cuve qui va avoir des problèmes de liquidité terribles. Alors moi j'y vois une opportunité pour nos amis architectes, nous-mêmes promoteurs, c'est de reconvertir ça en d'autres usages. Et là effectivement il y a une créativité de l'écosystème immobilier qui est super. Et je pense qu'en France, moi je rentre du Moyen-Orient, là j'étais 3 jours avec la banque, moi je suis assez bluffé par les technologies qu'on a en France. Hein. On a ça en France et les opérateurs sont prêts à le faire. Anouk Legendre, au-delà du neuf, il va falloir transformer l'existant. Il va falloir créer des nouveaux espaces de travail, des espaces plus confortables, comme l'a dit Thierry Laroupon. Est-ce que vous êtes déjà mandaté là-dessus ? Oui, enfin, on a déjà travaillé sur certains espaces, effectivement, et sur les nouveaux projets sur lesquels on travaille, effectivement, en fait, on applique ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on travaille sur des structures très transformables, si possible avec des portées plus petites qu'avant, parce que ça permet d'avoir moins de matière, moins d'épaisseur de plancher, moins de tout. Si possible en bois, parce que effectivement c'est mieux. Et en essayant de travailler sur la limitation des quantités, parce que la question de l'économie de la ressource est vraiment important. Donc aujourd'hui, systématiquement, on pense le projet comme un projet à démonter ou un projet à réutiliser. Et même dans les existants, finalement, on va aussi appliquer la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de revenir à la structure de base ou à faire des installations qui sont elles-mêmes transformables. Merci. Anthony Boré, justement, vous êtes chargé de la rénovation urbaine, de la politique de la ville. Parfois, on démolit plus qu'on ne réhabilite. Est-ce que vous faites attention à ce qu'on soit dans l'économie circulaire de la ville, du bâtiment ? Bien sûr, et vous avez raison de parler de la rénovation urbaine parce que c'est évidemment un sujet majeur. Il faut savoir que sur notre territoire, on est à près de 1000 logements démolis, mais autant réhabilités. Parce que, bien sûr, il faut dédensifier, bien sûr, il faut ouvrir des artères nouvelles, mais il faut aussi, évidemment, en fonction du bâti, rénover des immeubles qui le nécessitent. Et donc, nous jouons sur ces deux volets et je dois dire que les aides de l'État sont d'ailleurs extrêmement conséquentes, de la même manière qu'au-delà du logement social d'ailleurs. Parce que moi, je suis frappé sur ces politiques au manque de lisibilité. Au fond, chacun s'implique sur ces sujets et c'est bien, ça veut dire qu'il y a une grande prise de conscience. Mais ça conduit aussi parfois à rendre l'ensemble des aides des uns et des autres totalement illisibles. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un guichet unique au sein de notre métropole pour pouvoir être la porte d'entrée des aides de l'État, du département, de la région, de la métropole, de la ville, qui se superposent les unes et les autres et qui finissent finalement par un manque de clarté pour le porteur de projet. Nous avons aussi, dans le cadre du programme d'intérêt général, des aides qui s'adressent exclusivement à des propriétaires privés sous conditions de ressources pour pouvoir réhabiliter au plan thermique ou rendre plus accessible un logement en matière de handicap. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nos concitoyens ont souvent du mal à s'y retrouver dans les méandres administratifs des aides possibles. Elles sont nombreuses. Et j'appelle aussi là, le gouvernement peut-être à légiférer pour faire en sorte que les choses soient plus lisibles, parce que je pense qu'on gagnerait en efficacité. Message envoyé. Alain Grisot, membre du bureau des Fédérations nationales des travaux publics. Est-ce que vous aussi vous appelez à un choc de simplification ? Oui, et notamment sur les normes, je rejoins ce que disait madame. Nous, on a des sujets très précis, notamment après ce qu'on a connu le stress hydrique cet été, sur la réutilisation des eaux issues des diverses stations. On l'a vu ici, on capte des calories, mais c'est du captage de calories, et puis on rend à la nature les eaux traitées. On a un moyen aujourd'hui, il y a plusieurs moyens, il y a des États, j'ai cité l'exemple d'Israël, où ils utilisent plus de 90% de leurs eaux issues des stations de dépollution pour la réinjecter en amont de la filière d'adduction d'eau potable. Mais en France, ne vous dites pas, c'est que vous étiez jusqu'à peu président aussi des canalisateurs, cette fédération. Oui, par le passé, oui, quelques années, c'est pour ça que je connais bien le sujet, mais la métropole de Nice, qui a pris la compétence de l'eau aussi, se penche sur ces sujets pour avoir discuté avec son président Hervé Paul à plusieurs reprises sur ça. Mais
Je crois que la réglementation doit permettre aussi d'éviter aussi les fractures territoriales, parce que là on parle de densification urbaine, mais il ne faut pas oublier que la transition c'est pour l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, si on réglemente trop, il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Les laissés pour compte, ce sont les territoires ruraux, ce sont les territoires loin des centres urbains, ce sont les territoires, on l'a vu avec la fracture du numérique, même si le numérique produit, j'ai entendu à la précédente table, entre 3 et 7% de gaz à effet de serre, mais on peut quand même récupérer dans les data centers l'énergie pour en faire autre chose. On a besoin de créer des infrastructures plutôt que de les limiter, pour amener justement sur des mobilités douces tous ces gens. Donc on doit desserrer cet étau-là de façon à ce que les solutions qui existent, et c'est vrai, je vous rejoins monsieur, en France on est très innovant, on a beaucoup de solutions, mais on ne sait pas se les approprier. Et malheureusement, donc, on doit malgré tout desserrer, se lâcher, vous avez raison madame, se lâcher pour qu'on puisse laisser à notre génie que nous possédons sur le territoire aller en avant vers toutes ces solutions. Je crois que c'est important. Monsieur a parlé de l'éclairage public, faire du on-off, on le sait, c'est comme pour le chauffage, on sait que c'est pas bon. On sait que la détection de mouvement, nous on met en avant des routes solaires, des routes qui peuvent par certains moyens s'éclairer au passage des véhicules. Il y a beaucoup de solutions technologiques qui existent. Malheureusement, il faut qu'on puisse nous permettre de l'utiliser. Et pour terminer simplement aussi sur quelque chose qui est très concret, on fait beaucoup d'excavations, j'ai vu sur le centre Nice, pour faire la réutilisation des matériaux. Ce sont des choses pragmatiques. Aujourd'hui, les réglementations nous interdisent d'utiliser les excédents de chantier pour remettre dans le circuit, dans la filière courte. Il y a la filière de recyclage qui est censée se mettre en place au 1er janvier prochain. Oui, mais ça, il y a une filière de recyclage qui se met en place. Ok, vous parlez de la REP, c'est différent. Exactement. Mais je parle sur simplement que entre la décision nationale et, je dirais, les dogmes locaux techniques sur certains territoires, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je parle notamment sur la gestion des voiries. C'est un peu compliqué de faire accepter qu'on doit utiliser autre chose que des matériaux ici de l'industrie des carrières. Marcel Ragny, vous faites face à des dogmes locaux, vous aussi? Pardon? Est-ce que vous faites face, vous aussi, à des dogmes locaux? Nous, le problème dans l'industrie, c'est le problème de construction aussi, puisque les usines, certaines usines ont été transformées en logements, et dans notre région, enfin surtout dans les Alpes-Maritimes, le gros problème, c'est que les seuls endroits où il y a des entreprises, c'est la zone industrielle de Carrosse et tous les petits vallons qu'il y a le long du littoral. Donc, mon usine est dans un vallon. Aujourd'hui, si nous avons une forte croissance pour développer, soit on trouve des solutions de reconstruction sur l'existant, de modification, c'est ce qu'on est en train de faire sur le site historique de production, soit on arrive à trouver des terrains en faisant des travaux qui tiennent la route, comme on a pu le faire sur le dernier bâtiment que nous avons fait, pour éviter des inondations, avec des bacs de rétention, avec des bonnes récupérations d'eau pluviale, de façon à ce que ça ne se retrouve pas puisque c'est des vallons, dans le vallon et à inonder le bas du Val de Cagnes avec tout ce qui arrive. Donc c'est sûr que c'est des problèmes et c'est des contraintes, mais pour l'instant on y arrive encore. Certes, j'en parlais aussi à Christian hier, si demain la société Ragny doit se développer, elle a deux solutions. Soit elle trouve un terrain à côté de là où elle est, soit elle va dans le Var parce qu'il y a de la place, soit je le fais à Angers, là où j'ai ma filiale, parce que là aussi il y a des bâtiments à la vente. Mais j'aimerais bien rester à la Gaude, parce que c'est sur la métropole et ça me plaît bien. Et pour faire la transition avec la table ronde suivante, avec le zéro artificialisation nette à horizon 2050, ça va être compliqué aussi pour s'étendre. Pour s'étendre, c'est sûr que pour les usines, si on doit faire de la zéro artificialisation, ça sera très difficile. Mais il y a des moyens de canaliser l'eau et de la renvoyer à des endroits où il faut pour que on évite, pour que ça puisse continuer à remplir les nappes phréatiques. Il y a des solutions sous les bâtiments que l'on fait pour pouvoir canaliser les eaux et les faire rentrer vers les nappes phréatiques. Nous, on est dans un vallon, donc je vous laisse imaginer le nombre de nappes phréatiques qu'il y a. On est exactement à 123 mètres d'altitude, donc on est vraiment très proche de l'eau. Et nous, ce qu'on a fait sur le bâtiment, c'est justement de récupérer toutes les eaux de ce nouveau bâtiment que nous avons fait, ce qui n'avait pas été fait sur l'ancien et qu'on prévoit sur la modification
de l'ancien, c'est de récupérer toutes ces eaux et les faire rentrer dans le sol, non pas par un seul trou, mais par plusieurs endroits différents pour que ça puisse s'imprégner dans le sol naturellement. Très bien. Et Thierry Laroupon, je me retourne vers vous pour terminer en quelques secondes. Justement, si vous aviez un message aussi à faire passer aux législateurs, aux élus locaux, puisqu'ils ont été interpellés depuis tout à l'heure. J'ai pas la prétention, hein, mais en tout cas, quand je compare, moi mon souhait ce serait de réduire vraiment le temps immobilier. Pourquoi? Quand je compare mes programmes en France, il me faut entre 4 et 7 ans pour qu'un programme arrive, et quand je fais la même chose en Allemagne et en Angleterre, j'en ai pour 3-4 ans. Alors on a la chance ici d'avoir un maire bâtisseur responsable, monsieur, voilà, qui est un visionnaire de l'aménagement de sa ville, des usages, qui est un facilitant vis-à-vis d'acteurs comme nous. J'aimerais bien que ça soit un peu plus le cas partout en France, parce que je pense qu'effectivement il y a une pression sociale qui va être très très forte, et ce sont d'abord les mal logés qui vont en souffrir. Donc libérons l'acte de construire, ce serait mon vœu pieux pour aujourd'hui. Donc, Jean, oui, en quelques mots, j'allais vous redonner. J'avais un petit mot pour le législateur, parce qu'on pense toujours transformer les logements en tout ou rien, en fait. Soit on isole tout, on refait tout, etc. Tout est très bien, mais effectivement, les privés ne peuvent pas se payer ça. Et donc, ça ne se fait pas. Et donc, la majorité du parc, eh ben, il est obsolète, et les gens ont froid, ou payent beaucoup d'énergie en hiver. Et ils ont chaud en été. Et je me demande s'il ne faut pas raisonner autrement, s'il ne faut pas raisonner suivant les usages. Il y a un architecte qui s'appelle Philippe Ram qui a raisonné qui a regardé les usages des pièces d'un logement. En fait, il n'y a qu'une pièce qui a besoin d'être chauffée. En fait, dans un logement, c'est le séjour en général. Peut-être la chambre des enfants. Mais là où on dort, eh ben, quand on dort, on est sous des couvertures, donc on n'a pas froid. Enfin, peut-être qu'il y a... Si les gens n'ont pas les moyens, peut-être qu'il faut concentrer son action sur une zone. Et c'est ça la vraie sobriété, plutôt que de rien faire et de consommer de l'énergie partout. Et peut-être qu'il faut repenser le système d'aide autrement. Et justement pour les gens qui sont plus démunis, qui n'ont pas les moyens de faire partout, pour que quand même ils aient quelque chose. Et aussi introduire dans le système d'aide quelque chose par rapport à l'ombrage et à l'été. Parce que mettre des volets, mettre des ombrières, etc., ben, c'est aussi important que de mettre de l'isolation en hiver. Merci. Merci à vous.